Mon nom est Isabelle Gagnon, bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois Cassandra Daguet, qui est chef d'équipe à la Maison du cheminement. Bonjour Cassandra. La Maison du cheminement, on la voit, elle est dans le paysage autour d'Hôtel de Ville, pas très loin, à Dolbeau-Mistassini, entre autres. J'aimerais que... C'est pas évident. Qu'est-ce que c'est exactement la Maison du cheminement? Il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette grosse maison-là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pour qui? Donc, qu'est-ce que ça fait la Maison du cheminement? On est une maison d'hébergement en réadaptation en santé mentale pour les personnes adultes de 18 ans et plus. Okay. Donc, on a une maison à Dolbeau et une maison à Roberval. On fait exactement le même service dans les deux secteurs. C'est juste qu'on peut couvrir un plus grand territoire. Donc, en fait, on vient vraiment travailler selon la personne qui a un diagnostic en santé mentale, vraiment à retravailler au niveau des activités de la vie quotidienne et domestique. Donc, tout dépendamment de leur projet de vie, généralement, c'est de repartir en appartement autonome après. C'est vraiment de venir retravailler au niveau autant de la cuisine, de l'entretien ménager, de faire un budget, au niveau social, comment interagir socialement, de se trouver un travail. Donc, on touche vraiment tout ce qui peut contenir une vie d'un humain, en fin de compte. OK. Donc, c'est une maison d'hébergement qui est temporaire. Les gens qui vivent là ont le potentiel d'être autonomes, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment pour leur permettre une transition. Oui, exactement. Un de nos critères, c'est vraiment d'avoir une stabilité mentale. Donc, il faut vraiment venir restabiliser la santé mentale, puis après, aller travailler au niveau de la réadaptation. Donc, on vient vraiment retravailler, aussi donner de la psychoéducation sur c'est quoi la santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire mon trouble. Des fois, ils viennent de l'apprendre, le diagnostic, ils savent pas trop exactement c'est quoi que ça peut apporter. Donc, on vient vraiment donner comme plus d'informations, on vient les outiller pour qu'ils aient tous les éléments pour mieux réussir après dans leur vie quotidienne. OK. Quand on parle de diagnostic, est-ce que c'est autant une personne qui a fait une dépression ou c'est une personne qui peut avoir un diagnostic, je sais pas moi, de schizophrénie ou on parle de quel type de clientèle? C'est très à large, là. On va vraiment dans le trouble anxieux, autant dans la schizophrénie, dans les troubles de personnalité, la bipolarité. Okay. On a déjà eu des personnes avec le syndrome autistique. Okay. Donc, on vient vraiment toucher à tout ce qui englobe la santé mentale. Et la santé mentale vient aussi avec tout autre trouble concomitant. Donc, toxicomanie, itinérance, quelquefois la déficience intellectuelle. Donc, ça fait vraiment un portrait global d'une personne qui peut vivre avec un trouble de santé mentale. D'accord. Donc, c'est pas nécessairement des personnes... ça peut être une personne qui allait bien il y a quelques mois ou quelques années, puis qui se retrouve avec un diagnostic ou dans une situation problématique de santé mentale et qui est plus autonome ou qui a perdu de l'autonomie du jour au lendemain. Oui. La référence, j'ai comme le goût de te demander, vous les trouvez comment ou ils vous trouvent comment, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont besoin de références ou est-ce qu'ils se pointent chez vous? Comment ça fonctionne? Généralement, c'est vraiment par référence par rapport à un intervenant externe, donc soit du réseau ou des organismes communautaires, autres aussi. Des fois aussi, on a des demandes qui viennent directement du département de psychiatrie, donc dépendamment de Roberval-Chicoutimi ou de la région. Donc, c'est vraiment par référencement. Beaucoup aussi par bouche à oreille. D'accord. Puis, est-ce que les services sont gratuits ou c'est comme c'est des gens qui ont une certaine autonomie dans certains cas? Est-ce que c'est comme une pension? Oui. En fait, c'est une pension vraiment pour le service de réadaptation, parce qu'on a aussi différents petits services autres qu'on peut offrir. Oui. Mais vraiment pour le service de réadaptation, c'est un montant, vraiment une pension à payer par mois. Donc, ça dépend. Après, il y a 3 montants différents selon leurs revenus. Donc, tout dépendamment soit de l'aide sociale ou s'ils travaillent aussi, ça peut arriver. Donc, on vient, selon le montant, donner le montant de la pension, qui couvre vraiment tous les services qui peuvent contenir une maison. Donc, autant la pension, notre service 24/7, l'alimentation, la lessive, la literie. Donc, ils sont vraiment, tout est compris dans le prix. Puis, comme on parlait que c'est une transition, que c'est temporaire, les séjours habituellement, est-ce qu'il y a une moyenne ou c'est vraiment différent selon la personne? Oui, c'est très varié. C'est sûr qu'on est temporaire, mais le temporaire ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de ses besoins. Donc, ça peut très bien être 3 mois, 6 mois, comme ça peut être 3 ans. On n'a pas de temps limite, mais on sait qu'il va y avoir une transition puis un but après nous. Si c'est un appartement, ça va être correct, ça va être un appartement, mais des fois, ça peut être une ressource qui est plus spécialisée. Ça peut être une famille d'accueil, ça peut être
peu importe où ils veulent une colocation, peu importe selon son désir à lui. OK. Puis quand on est hébergé à la maison du cheminement, bon, on a un toit sur la tête, c'est correct, mais tu disais tout à l'heure, on peut apprendre ou réapprendre à faire la cuisine ou à vaquer à certaines occupations, à chercher un travail, peu importe. Ça se passe comment une journée à la maison du cheminement? J'imagine que vous avez des intervenants sur place. Est-ce que c'est des ateliers ou c'est vraiment du 1 à 1? On fait un petit peu de tout. Donc, en fait, on n'a pas de routine vraiment très claire. Ils ont un code de vie à apprendre. Le code de vie, en fait, c'est par rapport aux bonnes habitudes de vie générales. Donc, se lever une heure quand même normale, raisonnable, c'est ça. Donc, on demande à enlever entre 8 et 9 heures, de maintenir une chambre propre, de faire au moins 3 repas par jour, des collations. On va leur apprendre à comment avoir un bon repas. Des fois, c'est juste la viande. On dit, il manque les accompagnements maintenant, parce que, donc, on vient essayer de garnir un petit peu leur assiette. Sinon, ils vont aller à leur rendez-vous. Donc, c'est vraiment de penser à leur rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils soient autonomes? Donc, on va les accompagner. Après, on va les accompagner à prendre le taxi. Après, ils vont prendre le taxi tout seul. Donc, on y va vraiment étape par étape. Sinon, on peut offrir vraiment des activités de groupe aussi. Donc, on a vraiment un calendrier d'activités qui sont donnés par les intervenants. Puis, c'est vraiment sur des sujets variés de la vie de tous les jours, autant sur la santé mentale que sur comment faire un budget, regarder les circulaires, comment faire une liste d'épicerie que je peux jongler au niveau des prix, parce que maintenant, on sait que ça coûte cher. Donc, c'est vraiment d'aller dans tout et n'importe quoi, la médication, l'autogestion de la médication, la consommation. Qu'est-ce que ça vient faire, la consommation, sur la santé mentale, puis selon les diagnostics. Donc, c'est très varié. J'imagine que vous travaillez aussi en partenariat avec d'autres organisations du milieu, justement, pour différents besoins. Je parle de la toxicomanie ou... par exemple, le monde du travail ou ce type de dossier-là, si on veut. Donc, vous pouvez sûrement référer ou travailler en collaboration avec eux. Oui, c'est là où tout vient, la beauté de la chose. En fait, on vient vraiment s'appuyer avec les organismes qui sont plus spécialisés sur différents types et différents sujets. Donc, budget, on va aller chercher le service budgétaire. L'arrimage est beaucoup utilisé au niveau du centre de jour, au niveau des services externes qu'ils peuvent donner aussi. On travaille beaucoup en collaboration avec le CIUS également, Toxicaction. Donc, on vient chercher vraiment tous les organismes qui peuvent exister. Okay. Est-ce que vous avez des services externes aussi ou c'est vraiment, comme il existe déjà des services de santé mentale dans le coin, est-ce que vous vous concentrez plus spécifiquement juste sur l'hébergement. Oui, c'est notre spécialité. OK. Vous avez... j'ai fait des petites recherches, puis j'ai vu quelque chose d'intéressant qui s'appelle l'entre-deux. Pour les gens, en fait, qui sont en transition. En fait, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, c'est quoi la différence avec votre clientèle, je dirais, régulière, habituelle? Parce que de ce que j'ai compris, c'était vers une transition pour être en appartement, avoir une stabilité résidentielle. Mais c'est quoi la différence avec les gens que vous accompagnez? C'est une petite particularité qu'on a juste à Dolbeau, pas à Roberval. D'accord. Donc, le lit de l'entre-deux, il a existé depuis début 2021, il me semble. Donc, c'est tout nouveau. C'est vraiment pour les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de l'être et qui veulent se sortir de la rue. Donc, c'est un service qui vient au niveau de la stabilité et de la relocalisation quand c'est possible, parce qu'on sait que c'est difficile d'aller chercher les appartements présentement. Donc, on vient travailler un petit peu. Des fois, c'est de commencer vraiment au tout début, donc demander la carte RAMQ, de demander les services les papiers qu'il faut pour demander un appartement après. Okay. Donc, on commence de la base. OK. Donc, vous pouvez avoir... parmi votre clientèle, des personnes non seulement qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais qui sont en situation d'itinérance. Oui, c'est ça. C'est un programme gratuit de 30 jours maximum, donc un programme sur 4 semaines, où on vient travailler. On leur permet une période de repos, parce qu'on sait que quand ils sont dans la rue, c'est de la survie. Oui. Donc, ils ont besoin d'un temps pour se poser, pour se dire qu'ils sont bien. Ils posent leur bagage tranquillement, on les voit, ils ouvrent leur sac. Là, ils se disent, hey, mon Dieu, je peux ouvrir mon sac, je peux les déposer, je peux enlever mes chaussures. Donc, on leur laisse ce temps-là. Après, on vient vraiment placer des petits objectifs jusqu'à 4 semaines. Intéressant. Tu m'amènes un peu sur le terrain de l'itinérance, parce que vous êtes, on le sait, depuis le début de l'hiver, en fait, il y a la halte chaleur ici à Dolbeau-Mistassini qui a été mise en place justement pour
les personnes qui sont en situation d'itinérance. Vous êtes beaucoup impliqués dans ce projet-là et j'aimerais que tu l'expliques. Oui. En quoi ça consiste là, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu passer ça et qui se demandent qu'est-ce que c'est cette roulotte-là? C'est une roulotte de chantier qu'on a mis en place en 6 semaines. On s'est affilié avec d'autres organismes communautaires et le CIUS pour penser à un projet pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance, parce qu'on sait qu'elle a grandement augmenté dans les derniers mois à Dolbeau. Donc, on voulait vraiment venir aider ces personnes-là pour l'hiver. Donc, on a mis en place, c'est sûr, cette roulotte, donc la halte chaleur, qui est ouverte de 8h30 le soir à 8h30 le matin tous les jours. Ils peuvent venir dormir, se laver, se reposer, puis repartir le lendemain matin. Okay. Tu disais qu'il y a eu une recrudescence de l'itinérance. Oui. Je pense que on a pu le remarquer. C'est assez flagrant. Donc, vous, est-ce que ça vous occasionne, ou est-ce que ça vous a occasionné au cours des derniers temps, de la dernière année ou des dernières années, une recrudescence aussi au niveau de la demande chez vous? Parce que, on se l'est dit, hein, souvent, de plus en plus souvent, l'itinérance et santé mentale. C'est interrelié de plus en plus. Notre clientèle, on voit qu'elle a changé dans les 2 dernières années. Ah oui. Donc, on est beaucoup plus dans l'itinérance pure et dure, si j'ose dire ça comme ça, là, que vraiment, il n'y a pas de toit. Donc, oui, au niveau de nos services, on a beaucoup de personnes que si on ne les intègre pas, ils n'ont pas de logement. Le lit d'itinérance, le lit l'entre-deux est beaucoup sollicité pour cette raison-là aussi. On a un service de lit de crise également, que la majorité des personnes qui sont en lit de crise, c'est de la situation d'itinérance. Donc, oui, on est vraiment très sollicité, veut pas, et on a dû s'ouvrir aussi, parce que notre spécialité, c'était la santé mentale et non l'itinérance. Oui. Donc, on est venu un peu se spécifier là-dedans et en apprendre davantage, et on n'a pas eu le choix parce que ça fait partie de nos vies maintenant. Donc, la roulotte, la halte chaleur vient appuyer ça également. Ça démontre que le besoin est là. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que, en fait, là, vous êtes fiduciaire de la halte chaleur et vous êtes responsable aussi, je crois, à Roberval parce que de la résidence ou oui, il y en a un centre de jour. Un centre de jour. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à Dolbeau-Mistassini, on est on a eu je dirais ce refuge-là de dernière minute, mais on voit ailleurs dans la région, en fait, que des maisons ou vraiment des centres de plus grande envergure qui sont mis en place. Est-ce que c'est pas un problème qui date seulement là, des derniers mois, là, je dirais? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ici, c'était un peu plus long, ou est-ce que, ça a été plus difficile de trouver une solution? Plus long, non. Là, c'est juste que elle est devenue plus visible à Roberval avant. D'accord. Donc, l'année dernière, il y avait juste une roulotte aussi à Roberval. C'est juste cette année que là, ils sont vraiment allés dans le centre de jour et le refuge avec la maison des sans-abri également. Donc, Dolbeau, il y a toujours un petit décalage. Puis là, on a vu que c'était arrivé un petit peu avant l'été. Plus de personnes en situation d'itinérance qui n'ont vraiment pas de toit. Avant, on a été plus cachés. Les gens en situation d'itinérance, ils allaient d'un canapé à l'autre. Là, il n'y a plus de canapé. Donc, c'est sûr qu'ils sont lié intimement à la problématique du logement, en fait. Oui, puis beaucoup de pertes de maisons de chambre à Dolbeau. Il y a eu beaucoup d'incendies, malheureusement, au niveau des maisons de chambre. Donc, ces personnes-là qui étaient dans ces milieux, qui avaient quand même une haute tolérance, ils les ont perdus. Donc, ils ont plus nulle part où aller. C'est là où ça a augmenté, plus visible, plus dérangeant peut-être pour certaines personnes. Donc, c'est sûr que ça a fait beaucoup plus parler. Puis c'est là où on vient se dire qu'il faut faire quelque chose. OK. Et comment ça se passe actuellement? C'est un premier hiver, c'est un premier test. Vous chapeautez le projet. Comment ça va? Comment ça se passe? C'est bien utilisé? En général, oui. C'est très utilisé. Là, elle est utilisée à toutes les nuits. On voit que le besoin est là. On répond à un besoin. On est conscient que ça répond juste à un petit besoin. C'est un pansement sur un gros bobo. Il n'est pas guéri. Donc, on sait qu'il faut continuer notre travail, puis il faut voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'une roulotte? Donc, les discussions, elles vont commencer, c'est sûr. Puis, il y a un comité qui se charge de ça dans la MRC de Maillard-Chapdelaine. Donc, on peut penser que, à la lumière de ce qu'on va avoir vu cet hiver avec la roulotte, il y a des possibilités que le projet progresse au cours de la prochaine. On espère, puis ça nous donne des chiffres.
Ça nous donne un point sur quoi s'appuyer pour démontrer que le besoin est là aussi. Donc, il y a ce comité-là que, oui, il va s'asseoir, il va regarder, il va aller étudier les statistiques à Dolbeau. Et aussi, on a le comité clinique qui se regroupe à toutes les semaines parce qu'on a comme le besoin aussi, puis l'envie de donner des services à ces personnes-là. Donc, on se réunit à toutes les semaines pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire cliniquement avec ces personnes, quels services on peut aller leur donner, où est-ce qu'on peut aller appuyer pour qu'ils se sentent au mieux aussi. Je te ramène un petit peu à parler de santé mentale. Je vais utiliser ton terme pur et dur. Vous devez aussi, j'imagine, faire de la sensibilisation dans le milieu ou travailler sur des tables parce que, bon, on a reçu, entre autres, à la Fondation Équilibre, on a reçu l'Arrimage déjà à l'émission, et puis la hausse des problématiques de santé mentale ressort toujours, donc c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi. Oui. Tu l'as dit. Oui. Donc, vous faites de la sensibilisation aussi dans le milieu? C'est sûr que nous, ça ne fait pas partie de notre mission au niveau de la collectivité. Donc, on vient l'appuyer différemment avec les personnes qu'on a qui viennent, nos résidents, nos usagers qui viennent. Donc, c'est ça qu'on vient leur appuyer sur eux. Oui, t'as un problème de santé mentale, mais t'es aussi un humain avant tout. Donc, la prévention vient aussi par eux-mêmes. Ils ont des droits. Donc, on s'appuie beaucoup sur le groupe de gestion des droits de la personne qui a un problème en santé mentale. On leur fait mention. Donc, la prévention, elle est moins d'une façon collective, mais elle est plus à la personne de dire que tu es une personne avant tout. Ton diagnostic, c'est pas ça qui va te définir. Donc, c'est plus notre mot d'ordre de ce qu'on peut faire selon notre mission et notre place. Vous avez participé au balado, d'ailleurs, de la Fondation Équilibre, hein, Toute la vérité, donc que les gens peuvent écouter et regarder encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent au cours de la prochaine année, mis à part continuer à travailler là, sur ce beau projet peut-être de refuge pour les personnes sans abri, mais plus spécifiquement à la Maison du cheminement? Plus spécifiquement, c'est ça que le lit l'entre-deux, c'est des projets qui sont de courte durée. Donc, on vient d'apprendre qu'il a été reconduit pour 2 ans. Donc, on n'a pas d'autres projets, oui. On n'a pas d'autres projets, mais on s'appuie à consolider et à aller s'améliorer dans le projet qu'on a présentement, le lit l'entre-deux. Cassandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon succès et une belle suite pour vos projets dans la prochaine année. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Accès immersif. Bonjour, ici Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, on rencontre Guillaume Tremblay. On prend la route avec lui pour tester une voiture électrique sur une longue distance. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Stéphanie. D'abord, parle-nous du modèle de véhicule électrique que tu conduis. C'est une Kona Ultimate 2019. C'est un modèle qui est annoncé environ à 410 km d'autonomie dans les meilleurs moments. On a moins 15 au thermomètre aujourd'hui. Oui. On le sent, hein, c'est pas chaud. Oui. Peux-tu nous parler de l'effet du froid sur l'autonomie, justement, du véhicule électrique? On va parler de l'adhérence au sol à cause de la neige, l'épaisseur un peu de l'air qui est plus lourde. Donc, ça nous fait perdre beaucoup d'autonomie. Il y a le chauffage aussi également de l'habitacle. Mais on tombe environ à 295 annoncés en ce moment. Donc, on va voir à la fin du parcours qu'est-ce que ça va donner. Justement, le parcours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle route on fait? Oui, donc on va faire un aller-retour à Québec. Donc, on va faire environ 400 km de route, si on veut. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Sur le 410, c'est sûr qu'on n'aura pas ça, mais on va voir ce que ça va donner. Bien, justement, quels sont les trucs peut-être pour maximiser l'autonomie du véhicule en journée d'hiver comme ça? Là? Oui, on a ce qu'on appelle le préchauffage. On dirait normalement, on va démarrer à distance sur un véhicule à standard à essence. Donc nous, on va faire le préchauffage, branché comme on est là aujourd'hui, ce qui fait qu'on va prendre l'énergie de la maison au lieu de la batterie. Donc la batterie, elle est pleine, la voiture, elle est chaude. Donc on n'a pas besoin de réchauffer l'habitacle quand on roule, on a juste besoin de la maintenir, ce qui est pas mal plus économique.
OK, donc là, on peut la faire préchauffer longtemps d'avance. Toi, par exemple, ça fait combien de temps que tu la préchauffes ce matin? Ce matin, ça fait 45 minutes, mais normalement, on dirait là, 20 minutes d'avance, c'est bien en masse. Là. Mais il n'y a pas d'émission, donc on peut la faire préchauffer 45 minutes d'avance, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Alors, Guillaume, on est rendu à l'étape. Oui. Les statistiques de ton véhicule affichent quoi en ce moment? Oui, il affiche que on a fait 120 km en ce moment, donc de Jonquière à l'étape. Il nous reste 54 de batterie, ce qui nous donne une estimation d'environ 175 km d'autonomie restante. Est-ce qu'on a besoin de se recharger ici? On n'aura pas besoin de se recharger. On a une consommation de 24 kWh pour le début. On est en montée, donc dans une pente. La deuxième partie du parc des Laurentides est en descendante. C'est une voiture électrique, on se recharge en descendant parce qu'on va comme appliquer un frein qui va remettre de l'énergie dans la batterie, ce qui va nous faire baisser notre taux de consommation. Donc 175, on va sûrement pouvoir en faire plus que ça. On se rechargera rendu à Québec. Ici, à l'étape dans le parc des Laurentides, c'est une super station. Il y a plusieurs bornes. C'est facile de se recharger. Oui, Stéphanie. Ici, on a 6 bornes rapides du circuit électrique. On en a 2 à 100 kW et on en a 4 à 50 kW. Donc, on n'a vraiment pas d'attente, c'est sûr. Avec les 2 de 100 kW, en plus, qui rechargent plus rapide pour les voitures qui peuvent avoir ce genre de rapidité-là. Bon, bien, génial. Donc, on s'en va du côté de Québec? Oui, on s'en va se recharger à Québec. Parfait. Guillaume, on est rendu à Québec. Oui. Fais-nous peut-être une petite mise à jour de tes statistiques de véhicule. Oui, donc je suis rendu à 25 de batterie restante, ce qui me donne 74 km d'autonomie restante pour un total qu'on a fait de 105 km. Donc, on est correct, on s'est rendu à Québec, mais là, il faut recharger. Il faut recharger, en effet. Est-ce que c'est compliqué de trouver des bornes? Non, puis maintenant, il y en a vraiment partout. Circuit électrique a posé beaucoup de bornes cette année, donc vraiment pas de problème. Donc, Guillaume, combien penses-tu que ça va prendre de temps à recharger en ce moment? J'estime environ une demi-heure. On va augmenter jusqu'à 70 pour Québec, puis on va peut-être en redonner un petit boost à l'étape quand on va redescendre. OK, donc on n'a pas besoin d'atteindre le 100 pour repartir. Non, la vitesse diminue de recharge après un certain pourcentage, donc on est mieux de ne pas monter jusqu'à 100 ça va être trop long pour rien. On réduit, puis on se redonne un petit boost plus tard au besoin. Parfait! Guillaume, on est de retour chez toi à Jonquière. En tout et partout aujourd'hui, combien ça t'a coûté faire l'aller-retour Jonquière-Québec? Ça nous a coûté 13 taxes comprises. Et puis on s'entend que c'est dans les pires conditions. Là. On le voit, c'est pas chaud, on le sent, c'est pas chaud, c'est l'hiver. Donc l'autonomie est vraiment touchée pour aujourd'hui. Oui. Évidemment, quand il fait plus chaud, on est capable de faire plus de kilométrage. Oui, on aurait pu presque faire au moins l'aller-retour. Comme on dit, normalement, on a au-dessus de 400 km d'autonomie avec ce véhicule. Donc là, on a fait 450. En termes de temps, Guillaume, combien ça nous a pris de temps de recharge aujourd'hui? 1h05. Donc, on aurait pu coordonner ça avec un repas, par exemple. Tout à fait. C'est ce que je fais normalement. On s'arrête, on mange en même temps, puis on repart après l'avoir mangé. Donc, ça fit très bien. Bien, c'est franchement intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, pour la belle journée. Merci, Stéphanie. Comment faire, t'as jamais eu le pouce vert, t'as reçu à ta porte un bac à compost, le décompte est lancé, on se met tous à composter. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours mort, pis ça c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. Tes coquilles d'œufs, tes plures de cocon, ton restant de spag pis tes marinades, tes vieilles carottes, les échalotes, ta bouffe passe ses dates, swing ça dans le bac. Le plastique
Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! Bonjour, bienvenue au studio Chez Soi. Mon nom est Joanie Pronovo. Bonjour, mon nom est Véronique. Namasté, mon nom est Claudie. Aujourd'hui, je vais vous offrir une séance de yoga. 3, 4, et 4, 3, 2, marche en V. On repart ça. Maintenant, c'est parti, 30 lézards. Let's go. On fait le guerrier inversé.